Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, j'accueille 4 autrices du recueil Feux de forêt, publié aux éditions Académie. Je commence avec Sandra Lira-Delfaux. Vous écrivez 2 fois 3 heures. Bonjour. Bonjour, Tout d'abord, merci d'être venue. merci à vous. Votre texte parle de réflexions intimes sur la maternité, la fatigue, le postpartum et les transformations physiques et psychologiques qu'elle entraîne. Vous parlez d'une peau de femme qui disparaît à la naissance de votre fille. Comment est-ce que vous avez vécu cette perte d'identité? D'abord, j'ai été très surprise que ça arrive parce que c'est très peu expliqué, c'est très peu nommé aux futures mamans, aux Mhm. futurs parents. Donc, je me suis retrouvée un peu surprise par la situation de bascule entre la vie de femme, le corps de femme, et puis le corps de maman. Voilà. Et je ne m'attendais pas en fait à traverser une fatigue aussi intense avec chez moi, en tout cas, des répercussions de type perte de poids, parce que Mhm. j'ai allaité longtemps, et donc j'ai perdu beaucoup de muscles. Euh, je ne m'attendais pas du tout non plus euh, à être aussi, à perdre autant de cheveux, par exemple. Enfin, voilà, il y a eu tout un passage un peu difficile dans la transformation. Alors je me disais, bah oui, c'est normal, les premières semaines, les premiers mois, ça doit être normal, Mhm. c'est éphémère. Mais en fait, comme j'ai allaité longtemps, ça s'est inscrit plus longuement dans mon corps, et c'est comme ça que ça m'a amené à 3 années complètes en fait de traversée du postpartum. Vous évoquez la fatigue, l'épuisement, l'absence de validation sociale. Selon vous, quelles sont les structures institutionnelles ou communautaires manquent pour accompagner les mères dans cette phase? Bah, en fait, je pense que le problème, il est clairement sociétal, c'est-à-dire que la société n'est pas du tout organisée pour permettre aux mères, aux parents d'accueillir un enfant dans de bonnes conditions. Moi, Mhm. j'estime qu'un congé de maternité, déjà, je n'aime pas le mot congé, qui dure enfin, 12 malheureuses semaines, 16 maintenant, je crois. Ben, c'est beaucoup trop peu, en fait, si on veut accueillir son enfant qualitativement, et si on veut aussi pouvoir se récupérer qualitativement. C'est bien en dessous de ce qu'il faudrait. Et en fait, dans plein d'autres pays, dont les pays nordiques, on peut Mhm. observer des vrais congés maternité et parentaux qui vont jusqu'à 2 ans. Et ça me semblerait en fait beaucoup plus juste, quoi. Donc ici, il y a clairement comment dire, un problème politique et sociétal à la base. Votre engagement semble aussi poétique en écrivant sur cette période, en transformant votre souffrance. Est-ce pour vous un acte de résistance ou de guérison? Ah, les deux. Les deux, je pense qu'il y a des choses à transcender. On peut se sentir seul face à certaines épreuves. Et moi, c'est vrai que l'écriture, elle m'apporte ce réconfort-là, en fait, de pouvoir déposer. Enfin, c'est vraiment sortir de moi ce qui est compliqué, ce qui est difficile et difficilement explicable, peut-être dans un autre contexte que celui de Mhm. l'écriture. Et en fait, en même temps, j'espère poser ouais, une forme d'acte de résistance, une forme d'acte féministe, en fait, en rendant visible ce qui est quand même encore bien caché sous le tapis et qu'on est nombreuses à traverser. Merci beaucoup, Sandra Lira-Delfaux, pour ces belles explications. Je vous en prie, merci à vous. Et on continue avec Aurélie Berg qui écrit En balancelle dans le recueil. Bonjour, Madame Berg. Bonjour. Votre texte parle de votre parcours d'une vie de jeune femme confrontée à des choix difficiles sur la maternité, la liberté et les traditions familiales. Votre texte commence par de très belles images d'enfance, de traditions familiales. Comment cette enfance dans une grande famille a-t-elle façonné votre rapport à la parentalité et la non-parentalité? Ouh. Ben, ayant grandi entourée de mes cousins, etc., c'était vraiment le fantasme en fait de la grande famille, comme on peut le voir aussi dans les films, les séries, etc. Et je pense que quand j'étais plus jeune, je pensais que j'aurais avoir une grande famille et aussi toujours avoir ben, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma maman, mes parents, là, comme j'ai pu les avoir quand j'étais plus jeune. Mhm. Et c'était vraiment le fantasme aussi de l'enfance, parce qu'à l'époque, ben, en fait, quand on est enfant, on voit tous les beaux côtés et pas forcément les à côté des grandes familles. Vous racontez une grossesse très courte, 3 semaines et 2 jours, et c'est un choix de ne pas devenir mère. Qu'est-ce qui vous a guidé dans cette décision? Alors en fait,
quand j'ai appris ma grossesse, j'avais 16 ans et pour moi, il était hors de question, étant toujours étudiante, vivant toujours chez mes parents, n'étant plus, en couple, à ce moment-là, je ne m'imaginais pas tout simplement, à ce jeune âge, Mhm. de pouvoir, m'occuper d'un enfant tout simplement. Donc en fait, au départ, j'ai simplement, voulu avorter. Sauf que, ben, il s'avère que je n'étais pas au début de ma grossesse, mais à la fin de ma grossesse. Et donc, entre le moment où on m'a annoncé que j'étais enceinte et le moment où j'ai dû, accoucher de cet enfant, ben, il s'est passé, 3 semaines et 2 jours, comme je dis. Et donc ça a été, compliqué, ça a été beaucoup de chamboulements. Au final, une grossesse, c'est 9 mois. Ici, c'est 3 semaines. À un jeune âge, ça fait beaucoup, c'est beaucoup de choses à digérer à chaque rendez-vous, à Mhm. chaque, oui, c'est ça, chaque moment où au final, pendant une grossesse, il y a plein de rendez-vous qui se déroulent pendant 9 mois où, bah, souvent c'est déjà compliqué d'arriver à se faire à l'idée, mais à 3 semaines, c'est impossible et quand on a 16 ans, bah, c'est encore plus compliqué. Vous décrivez des sentiments de honte, de peur de jugement. Comment est-ce que l'injonction sociale, ruralité, tradition, que dira-t-on, a pesé dans votre réflexion? Je pense qu'au départ, il y a eu beaucoup d'automatismes et les choix, qui se sont posés à moi ont d'abord été qu'au final, cet enfant soit bien et vive dans une famille, qui, épanouie au final comme la famille que j'ai dans laquelle j'ai grandi et que ces questions-là ne sont arrivées qu'après. Mhm. Et puis, l'adolescence, en fait, c'est un moment où on subit déjà plein de changements, où c'est déjà compliqué de comprendre, bah, ce qu'on devient et cetera et avoir un être en plus dans cette équation, c'est compliqué et puis, ben, le regard des autres, quand on est adolescent, c'est aussi quelque chose qui est important et avoir, un enfant quand on est ado, ben, ça se fait pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est pas bien vu et donc ça a quand même clairement pesé dans la balance, même si c'est pas la première chose qui m'est venue, à l'idée, mais c'est, dans la vie qu'on fantasme, comme je disais déjà au départ, au final, bah, tomber enceinte à 16 ans et élever un enfant seul, Mhm. ça fait pas du tout partie, c'est très marginal et ça donne pas envie. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'a pas donné envie. Et puis, ben, quand là, ben, il y avait un être en plus, c'est pas juste moi, ce dont j'avais envie, c'est que ce bébé, il était là même si je le voulais pas et que pour moi, les choix que j'ai faits, c'était pour lui avant de choisir, avant de me choisir moi. Et au final, est-ce que c'est pas, ça aussi la maternité, même si j'ai décidé de pas la vivre, de vouloir, qu'il soit bien dans un environnement, dans un bel environnement. Merci beaucoup, Aurélie Berg, pour ces belles explications. Merci à vous. Et on continue avec Laura Rousseau qui écrit Louvre dans le recueil. Bonjour, Madame Rousseau. Bonjour, merci pour l'invitation. Votre récit est un récit intime sur la maternité, la résilience, la reconstruction après une rupture et la recherche de liberté et d'autonomie. Votre texte est très fort et très visuel. La métaphore de la louve traverse tout le récit. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la louve? Alors j'ai choisi la louve parce que c'est un animal qui, pour moi, est très porteur de symboles. C'est un animal qui est à la fois très solitaire, très sauvage, et c'est aussi un animal qui vit en meute et qui sait prendre soin de ses petits et se battre pour qu'ils soient bien. Et je pense que c'est un animal qui reflète un peu les ambivalences que j'ai ressenties, moi, en traversant cette épreuve-là, à savoir ce côté très viscéral de prendre soin des enfants, prendre soin de ce deuxième bébé qui est né dans un contexte familial un petit peu plus compliqué, très différent de sa grande sœur. Et, et voilà, aller chercher en soi des ressources parfois un peu sauvages, instinctives, hors du cérébral, vraiment être plus dans le corps et faire face. Et à côté de ce côté un peu de bagarre et de survie, il y a Mhm. aussi une fragilité, une solitude que la louve pour moi caractérise aussi. C'est pas évident de traverser ça, c'est pas évident d'accueillir un bébé seul.
quand c'était pas prévu, en tout cas à la base. Et il y a des moments où oui, je me sentais vraiment très perdue et très, oui, j'avais un sentiment, oui, d'injustice et de solitude et d'incompréhension, en fait, qui était assez déroutant. Et donc, il fallait en même temps prendre soin des petits et aller chercher la force. Et quelque part, je trouve que la louve est un très beau symbole pour refléter cette ambivalence que moi, j'ai particulièrement ressentie pendant cette période-là de ma vie. Et vous racontez une rupture, un choix de partir pendant la grossesse. Comment est-ce que cet acte de départ a-t-il été pour vous un moment de libération? Oui, donc ça a été un départ très difficile, une séparation effectivement brutale, pas attendue. Et ça a été un acte vraiment de liberté, comme vous dites, c'est vraiment ça. Ça a été en fait un choix et une autorisation que je me suis donnée à un moment donné, de sortir d'une situation où je savais que je ne serais pas heureuse, que mes enfants ne seraient pas forcément heureux. Je pense que les enfants ont surtout besoin de voir que les parents vont bien, quelle Mmh. que soit la situation des parents, qu'ils soient en couple, qu'ils ne soient pas en couple, qu'ils soient solo, quelle que soit la situation. Je pense que les enfants vont bien quand les parents vont bien. Et que donc, voilà, une situation où on sait qu'on n'arrive plus à se projeter. Moi, en tout cas, j'ai voulu sortir de ça. Et en étant mère de 2 filles de surcroît, j'avais vraiment à cœur de leur donner un exemple d'une maman qui assume ses choix, qui assume voilà, des actes qui sont parfois forts, mais qui vont permettre après d'être bien, de se reconstruire, même si la reconstruction, c'est des hauts et des bas. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, que mes filles se sentent autorisées plus tard, quel que soit leur chemin de vie, en fait, à faire ce qui est juste pour elles. Peut-être à casser un peu les injonctions qui sont faites aux femmes, de rentrer dans des cases, de se tenir à parfois des décisions qu'on prend étant jeune, un couple, une situation, un travail, puis voilà, un jour ça convient plus, Mmh. ah ben ça convient plus, c'est pas grave, mais on se bat et on se sort de ça. Donc voilà, c'était en effet un acte d'amour pour moi, pour mes enfants aussi, parce que en étant bien moi, en me mettant en tout cas dans une situation qui m'a permis de me reconstruire, je sais que je prenais soin d'elles aussi en même temps, parce qu'en ayant une maman debout, elles auront de meilleures chances d'être bien dans leur basket à leur tour. Et la garde alternée vous met face à des émotions contradictoires, la joie, le soulagement, la culpabilité et la colère. Oui. Comment est-ce que vous vivez ces ambivalences et comment est-ce que vous en parlez à vos enfants? Ah oui, c'est vrai que ça, l'ambivalence, elle est vraiment en filigrane, je pense, dans tout mon texte. C'est vrai que la garde alternée, pour moi, c'est à la fois une souffrance et une bénédiction. C'est-à-dire que quand on est en garde alternée, les périodes où on a les enfants, tout passe par nos mains. Donc, c'est des semaines qui sont épuisantes. Il faut tout gérer tout seul. Et puis, quand elles partent chez l'autre parent, les Mmh. filles, c'est vrai que moi, je souffle et je retrouve un espace de liberté que j'avais pas avant, même quand j'étais encore en couple. Et ça fait du bien. Et se sentir bien de ça, parfois, c'est culpabilisant parce qu'on se dit: «Waouh, les enfants s'en vont» et en fait, je vais pas dire je me sens contente, mais je me sens soulagée de pouvoir juste souffler et pouvoir me recentrer un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas évident à nouveau d'être un peu sur sur ce balancier d'émotions, à la fois positives et négatives. Et c'est vrai que, en tout cas, bon, moi maintenant ma séparation ça fait 7 ans quand même, donc on est rodés. Je sais que ces émotions-là ambivalentes arrivent très souvent au moment où les filles changent de maison et je les accueille sans juger et je sais que ça passera. Et c'est vrai que je parle de colère dans mon texte. Elle était surtout présente dans les premières années, au début de la garde alternée. Maintenant, la colère, ça va vraiment beaucoup mieux, heureusement. On s'y repasse. Mais c'est vrai qu'au début, surtout que mes enfants étaient très petites, quand on s'est séparés, vu que la deuxième n'était pas encore née, il y avait beaucoup de colère au moment des tournantes, en effet, parce que je me sentais dépossédée de mes enfants, en fait, simplement. Et probablement qu'il y avait la même colère du côté de leur papa aussi, ce Mmh. qui peut s'entendre. Donc voilà, ici, je pense qu'il faut parler de manière générale, et c'est pas que les mamans.
les papas probablement aussi ressentent ce genre de choses. Donc voilà, j'espère avoir mis des mots sur des choses que les gens, de manière générale, peuvent ressentir. Parce que moi, quand j'ai commencé à ressentir ça, je me sentais assez seule à nouveau, je reviens sur la louve, face à ces émotions-là, en me demandant si j'étais normale. Euh, et en fait, je pense que ben, voilà, c'est propre à l'humain. Merci beaucoup, Laura Rousseau, pour ces belles explications. Merci à vous. Et on continue avec Karine Maillot qui écrit Ma Superwoman dans le recueil. Bonjour, Madame Maillot. Bonjour. Votre récit est un récit intime autour de la relation mère et fille, la maternité, la non-parentalité, la construction de soi et de sa liberté personnelle. Dans votre texte, vous vous adressez à votre mère avec beaucoup d'amour, d'admiration, mais aussi de distance. Comment est née cette posture de non-envie d'être mère malgré l'exemple maternel si fort? Alors, je dirais que justement cet exemple maternel fort et un peu, comme je dis, ma superwoman, un peu la maman parfaite qui était toujours là pour nous, qui faisait tout parfaitement, qui était là de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir quand on était petit, qui ne s'endormait pas quand on était ado, tant qu'on n'était pas tous rentrés ou après des gadailles ou des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu une veilleuse qui a été là toujours pour nous. Et je me disais, si j'étais mère, je voudrais suivre cet exemple-là. Et puis, en réfléchissant, justement, je me dis, mais est-ce que je veux d'une vie comme ça? Non. Si j'ai des enfants, je veux faire le meilleur pour eux. Et pour moi, le meilleur, c'est un peu ça, être là, disponible. Quand on rentrait de l'école, elle était là. J'ai jamais été en crèche, en garderie, rien du tout. Et je me dis, mais dans une vie actuelle, c'est pas possible. Et moi qui aime faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, qui ai beaucoup de passion, et déjà parfois même mon travail, je me dis, je perds mon temps au travail. J'ai envie de faire plein de choses et je me voyais pas être un peu à la disposition de mes enfants, et je voulais pas faire des enfants pour ne pas être non plus avoir des enfants et être une mère absente, ce que je pense que j'aurais été. Donc voilà, c'est quand même un moment on réfléchit, on se dit j'ai le droit de vivre pour moi aussi. Je me suis dit un jour, je suis là d'abord pour moi, et qu'est-ce qui me ferait plaisir, comment est-ce que je serais bien. Et je me suis dit, si j'ai des enfants, je serai jamais bien. Enfin, c'est pas pour moi, pas maintenant, pas dans cette vie-ci. Peut-être que j'ai déjà été dans une autre vie et que ça m'a saoulée, je sais pas, mais il y a un truc que je me suis dit très vite, très jeune. C'est pas pour moi, alors que j'adore par exemple les réunions familiales, les Noëls en famille. Moi je viens d'une famille nombreuse, et j'ai toujours un peu cette nostalgie de Noël. On achetait chacun des cadeaux de Noël pour tout le monde, et on avait des centaines de cadeaux sous le sapin. C'était un truc fou. Et c'est vraiment c'est des bons moments, et je suis toujours contente de voir ma famille, mes neveux, etc. Mais quand je rentre chez moi, d'être tranquille chez moi avec moi-même, et voilà. Vous évoquez la fatigue, le don total de votre mère, le rôle de superwoman, comme vous le dites. Pensez-vous que cette image de la mère sacrificielle est encore largement intériorisée dans notre société? Non, non, pas du tout. Je pense que maintenant, donc ma maman était femme au foyer, avec 5 enfants, oui, c'est un peu logique aussi. Et que maintenant, on a déjà des familles plus réduites, très souvent, et que on s'organise autrement. C'est pas la norme, mais je sais que moi, j'avais quand même cette image-là que j'aurais voulu faire des 4 heures, ou de la soupe, ou de la bonne nourriture pour mes enfants, et pas leur donner du McDo, même si, enfin, c'est des bêtes choses, mais je pense que comme on est élevé, on a aussi des choses qui restent en soi. Et je suis aussi quelqu'un très peu organisée ou très lente dans ce que je fais. Voilà, je sais que j'aurais pas pu vraiment maîtriser mon agenda en disant ça c'est du temps pour moi, ça c'est le temps pour le boulot, ça c'est le temps pour mes enfants, et que ça aurait été un peu le chaos. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes que je connais, que je trouve aussi des superwoman, même si elles sont pas là 100% pour leurs enfants. Et je trouve que dans notre société maintenant, c'est chouette voilà, qu'elles soient pas femmes au foyer. Les tradwives sont comme aux États-Unis, c'est pas
c'est pas la norme, et heureusement, et elles sont quand même superwomen, parce que moi, quand je les vois, je dis, je saurais pas faire les 3/4 du 5e, du tiers de ce que tu fais. Donc, c'est, je pense que cette vision que j'ai des mères superwoman, c'était pour ma maman en premier, mais aussi beaucoup que je connais, je leur tire mon chapeau. Ouais. Ouais. Mais c'est pas moi. Vous soulignez le poids des attentes sociales. Comment est-ce que vous faites pour construire une vie alignée avec vous-même dans un monde qui attend souvent des femmes d'être mères? Oui. Maintenant, à mon âge, voilà, où je dis c'est plus le moment d'avoir des enfants, c'est un peu derrière moi. On me fout la paix maintenant. Mais c'est vrai que dans la trentaine ou quoi, on se dit, et toi, tu veux des enfants? Ou déjà, quand on est plus jeune, quand tu dis non, plus tard, mais ou tu n'as pas trouvé le bon, ou c'est parce que tu n'es pas en couple. Maintenant, si j'avais vraiment voulu un enfant, seul ou pas, je crois que je l'aurais fait. Ou voilà, à un moment. Et alors, en fait, ce qui est très difficile pour tracer sa voie quand on est sûr vraiment de ne pas avoir d'enfant, que c'est pas juste contextuel parce que voilà, il n'y a pas le père à ce moment-là. Ce qui est difficile de rester, de tracer sa voie, c'est de répondre toujours avec aplomb en disant non, je suis sûre, et les gens disent, et de passer outre quand les gens disent tu dis ça maintenant, mais voilà, de savoir que nous, au fond, on s'en fout de ce que les gens racontent ou pensent mieux savoir que nous de nous. Et au fur et à mesure, je pense quand on est dans la trentaine, quand les gens euh, attendent de voir les femmes devenir mères, euh, oui, c'est peut-être plus difficile, mais moi, le regard des autres ne m'a jamais vraiment apporté. Je me suis dit, ben, je sais ce que je veux pour moi. Et au fur et à mesure des années, comme ma vie a été tracée, que je suis épanouie, que je fais ce que je veux, que je trace bien ma route, que je suis pas dépressive, que j'ai pas de gros soucis, je pense que les gens maintenant sont plus bienveillants, et qui se sont dit, il y a des gens qui sont venus me voir en disant, tu as, t'as mené ta vie comme tu l'entendais, tu as eu raison, en fait, de papier, de pas suivre la voie toute tracée, de pas suivre les traditions. Tu savais ce qu'il fallait pour toi. Et j'ai reçu un message, par exemple, d'une amie de secondaire qui, suite au texte de Feu de forêt, elle m'a dit, je suis fière de la voie que tu as suivie, et d'avoir fait fi de toutes ces injonctions. Et voilà, bravo, et ça m'a touchée. Merci beaucoup, Karine Maillot, pour cette belle explication. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une très belle journée.